Bienvenue à Perspective, un podcast de la Revue canadienne des sciences politiques. Abel Amba, votre animateur au micro, avec le soutien technique de Liddell Hastings. Dans cet épisode, nous sommes rejoints par Valérie Lapointe pour discuter l'article « Diversité sexuelle et construction nationale. Une exploration des frontières de l'homonationalisme au Québec ». Les épisodes de Perspective de la Revue canadienne de sciences politiques sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Pour rester au courant des épisodes du podcast, suivez-nous sur Twitter. Valérie Lapointe, bienvenue au balado de la Revue canadienne de sciences politiques. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et décrire le travail de recherche que vous effectuez? Bien sûr. Bonjour, merci de l'invitation. Oui, Valérie Lapointe, je suis présentement doctorante à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Mes travaux se consacrent à la politique canadienne et québécoise, mais plus spécifiquement à la relation que le mouvement LGBTQ plus entretient avec les partis politiques. Je travaille également sur des enjeux qui touchent le nationalisme, l'homonationalisme et la représentation des minorités dans les parlements et les démocraties modernes. Ok. Et pouvez-vous nous parler un peu de ce qui vous a intéressé dans ce domaine de recherche et plus particulièrement dans votre question de recherche sur le nationalisme sexuel et l'homonationalisme? Oui, tout à fait. En fait, l'une des choses lorsque je faisais des lectures sur le mot nationalisme, qui est une thématique qui a traversé là un peu mon parcours doctoral, lorsque je faisais mes lectures, je prenais conscience de deux choses. La première, c'était certainement que c'était un concept qui était beaucoup utilisé par la littérature, mais il n'y avait pas beaucoup d'études empiriques qui avaient été faites sur le mot nationalisme comme tel. Donc souvent c'était des travaux qui étaient plus de nature théorique, j'aurais envie de dire. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe avec le mot nationalisme quand on est dans des États multinationaux où il y a des nations qui se font compétition. Comment est-ce que ça joue finalement? Donc je dirais que c'est les deux questionnements là, qui étaient à l'origine de l'article. Alors, avant de nous plonger dans les questions méthodologiques, abordons d'abord quelques concepts. Vous nous avez parlé du nationalisme. Est-ce que vous pouvez définir le nationalisme sexuel et l'homonationalisme? Et comment ces concepts-là permettent-ils de faire émerger, comme vous le dites dans l'article, une problématique liée à des transformations telles que celle de la construction des nouvelles frontières symboliques à l'identité commune? Oui, en fait, le mot nationalisme va emprunter évidemment différents concepts au nationalisme, hein, notamment celui des frontières. Donc, le mot nationaliste, c'est vraiment cette question de l'utilisation des minorités ou des diversités sexuelles dans le discours ou dans la façon dont les nations se réfléchissent. Donc auparavant, lorsqu'on pensait à la nation, on pensait on peut reculer dans l'histoire, voir un peu le patriotisme, donc le patriarcat, une nation qui était virile, qui défendait ses frontières contre elle. Et aujourd'hui, on est davantage dans des nations qui se conçoivent comme étant progressisme à l'égard notamment des femmes, mais aussi de plus en plus à l'égard des diversités sexuelles. Et je pense que le Canada devenait une étude de cas extrêmement intéressant parce que même lorsqu'on regarde l'actualité aujourd'hui, on le voit. Le Canada et le Québec se dit progressistes sur les enjeux de diversité sexuelle. D'autant plus, en fait, j'ai envie de dire, avec encore plus d'emphase là depuis l'élection de Justin Trudeau, notamment au Canada. Alors, vous nous avez parlé de transformation ou évolution en ce qui concerne le nationalisme et l'utilisation du nationalisme dans les discours nationaux, que ça soit au Québec ou au Canada. Et vous, dans l'article, vous citez Justin Trudeau lors de son élection ou peu après son élection et comment il parle du nationalisme canadien et
mais en relation aussi les droits des LGBTQ. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire-là, de cette évolution, transformation dans les discours politiques du nationalisme sexuel ou homonationalisme? Oui, absolument. En fait, ce qui est intéressant avec le nationalisme, c'est comment la nation se perçoit par rapport aux autres sur les questions qui touchent les diversités sexuelles et leur inclusion au dessein national. Et donc, ce que notre article démontre, c'est qu'il y a une évolution des frontières, si on veut, de l'homonationalisme ou de ces autres de l'homonationalisme québécois dans le temps. Et donc, dans les années 90, quand le nationalisme était peut-être un peu plus fort, là, on pourrait dire le nationalisme québécois était peut-être un peu plus fort, il y avait une tendance à se projeter comme étant plus progressiste par rapport au Canada anglais, notamment, l'Alberta en particulier. Et on va le voir aussi là avec l'élection de Harper, mais il y a aussi, comment je pourrais dire, une espèce de concordance avec le nationalisme québécois, c'est-à-dire au début on est plus progressiste que le Canada anglais, mais plus on avance dans le temps, donc dans les années 2007 avec la présence nouvelle de l'ADQ, puis aussi la charte des valeurs, la charte de la laïcité ou la charte des valeurs en fait en 2012, là tout d'un coup on est plus progressiste que les minorités religieuses, les immigrants. Donc, il y a un déplacement des frontières de l'homonationalisme au Québec qui suit essentiellement la même tendance ou la même tangente que le nationalisme québécois. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui est ressorti de notre recherche. Oui. Et dans votre article, vous nous dites que votre revue de la littérature sur le nationalisme sexuel et l'homonationalisme vous a permis à relever deux éléments importants, notamment premièrement que les études empiriques se portent principalement sur le monde après le 11 septembre 2001 et sur la relation de l'Occident, que l'Occident entretient avec le monde musulman, et deuxièmement que les réflexions théoriques s'inscrivent plus globalement dans une tendance de construction ou reconstruction des communautés imaginées ou de communautés sexuelles imaginées. Alors, j'aimerais savoir comment votre article contribue-t-il à la littérature, votre recherche en général, et quelles sont les lacunes ou énigmes dans la littérature que vous essayez de combler avec votre recherche? Oui, ben je pense que je l'ai mentionné précédemment, mais l'une des lacunes, c'est ou je dirais plutôt c'est pas une lacune, mais peut-être un point d'ombre de la littérature sur la question de l'homonationalisme, c'est définitivement qu'il y a peu de recherches empiriques sur ces questions. Et l'un des apports aussi de notre article, je crois, c'est de dire nous on a regardé avant 2001, donc dans le fond les études ou plutôt l'étude pionnière, c'est celle de Jasbir Puar qui regardait justement l'événement de 2001, les attaques du 11 septembre aux États-Unis. Nous, on a reculé avant ça, tout simplement parce que le Québec, le Canada ont une histoire différente de celle des États-Unis. Donc, ça, c'est un des points d'ombre qu'on tentait. Et puis, le deuxième point d'ombre qu'on tentait de combler, c'est certainement celui sur les États qui ont plusieurs nations à l'intérieur de leur nation, comme le Canada, à l'intérieur de leurs frontières. Donc, la nation québécoise qui compétitionne à quelque part avec la nation canadienne. Et ça, on a vu que ça avait un impact très certainement sur la façon dont l'homonationalisme est employé par la nation minoritaire. Restera à voir comment elle se déploie, lorsqu'elle est utilisée par la nation majoritaire, donc le Canada. Ça sera peut-être une étude à poursuivre ou à faire là. Oui. Et vous nous expliquez dans l'article, et je cite, l'inclusion de diversité sexuelle dans le discours national a eu comme effet un déplacement de marge à la citoyenneté et a donné lieu à la mise en place de nouvelles frontières symboliques des nations. Vous nous avez un peu parlé de cela dans cette conversation, mais j'aimerais savoir quelle a été votre méthodologie pour étudier ou analyser cette évolution de l'homonationalisme québécois et comment votre question de recherche ou votre approche méthodes données ont-elles évolué au fur et à mesure que vous effectuez les recherches sur ces sujets?
Oui, ben on a utilisé des théories critiques, là, notamment, j'en ai parlé par Jasbir Puar, mais aussi d'autres auteurs qui ont travaillé un peu sur ces questions. Donc ça, c'est un peu les théories qu'on a utilisées. Mais sinon, au niveau des sources, on a fait appel en fait aux médias écrits. Et je vous dirais qu'initialement, on voulait travailler principalement sur Le Devoir, le journal Le Devoir et la presse. Mais rapidement, tout simplement pour une question d'accès, c'était plus facile d'avoir accès aux archives de ces médias. Mais lorsqu'on regardait un peu le tirage des journaux, on sait que le Journal de Montréal est un journal à grand tirage. Il y a énormément de gens qui le lisent et donc on pensait qu'on aurait un meilleur portrait en utilisant cette source-là aussi. Donc c'est comme ça qu'on a procédé, puis on a eu toutes sortes de défis, je vous dirais, notamment parce que en fait ce qu'on cherchait était très précis, le moteur de recherche qu'on utilisait n'était pas capable de filtrer certaines informations, donc on a dû passer à travers un très gros registre là, au début de journaux, d'articles, de billets d'humeur, donc quelque chose là, il y a plusieurs centaines pour finalement en arriver avec un corpus de 97 articles. Donc ça a été un gros travail de défrichage qu'on a fait au début, ça c'est certain. Et en ce qui concerne les défis que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous aimeriez changer la prochaine fois ou bien qu'est-ce qui vous manquait pour un peu arriver à ce que vous cherchez, à votre recherche? Quels ont été d'autres défis à part simplement pouvoir optimiser le moteur de recherche, et quels ont été d'autres défis? Vous nous avez parlé peut-être de comment c'est difficile d'utiliser des archives. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres défis que vous avez rencontrés lors de vos recherches dans ce sujet? Peut-être l'un des défis qu'on peut mentionner, c'était certainement la difficulté d'identifier nous-mêmes là, les frontières de l'homo-nationalisme. Donc, ce qui est très intéressant avec notre recherche, c'est qu'on était 2 chercheurs sur le projet. Et je pense que ça l'a beaucoup bonifié notre découverte scientifique, en ce sens où parfois la frontière était pas tout à fait claire, et donc ça donnait lieu à des discussions entre le professeur Turgeon et moi-même, parce que l'article a été coécrit avec le professeur Luc Turgeon de l'Université d'Ottawa. Et je pense que ça l'a bonifié très certainement notre recherche. Mais évidemment, le défi, c'était de s'assurer que les articles étaient réellement des articles qui faisaient usage de l'homo-nationalisme, et on a essayé de le faire de la façon la plus objective possible, et je dirais que le fait d'être 2, ça a certainement bonifié l'article et notre façon de les coder. Okay. Et alors, parlez-nous un peu de vos résultats. Qu'est-ce que vous avez trouvé à la suite de votre recherche, et qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ces résultats? J'aurais envie de dire 2 choses. Premièrement, la chose qui nous a peut-être le plus surpris, c'est on n'a pas trouvé un nombre si important que ça d'articles qui faisaient usage de l'homo-nationalisme. Donc on avait peut-être comme attente d'en trouver davantage. Ce qui nous fait dire que l'homo-nationalisme au Québec est peut-être pas utilisé autant ou de manière aussi présente que d'autres enjeux, comme par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est peut-être davantage utilisé quand on parle de nationalisme québécois. Donc ça serait une chose. Et puis l'autre chose, je me rappelle plus de votre question. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans vos résultats? Oui, et puis la deuxième chose qui nous a surpris, c'est sûr, c'est de voir cette évolution du discours homo-nationalisme, c'est-à-dire que nous, on s'attendait à trouver, un peu comme la littérature nous le disait, que les Québécois allaient se dire plus progressisme que les communautés, par exemple, musulmanes, là, parce que c'est ce que la littérature faisait ressortir, notamment sur le cas aux États-Unis, et finalement, c'est pas tout à fait ce qui est ressorti de nos études, c'est-à-dire que oui, en partie, mais également plus progressiste que le Canada anglais, plus progressiste que la province de l'Alberta, plus progressiste aussi que le gouvernement Harper, vu comme conservateur, et tout ça. Donc ça, je pense que c'est une des choses qu'on a trouvées dans notre article
qui nous a surpris parce que c'est un aspect novateur, quelque chose qui n'avait pas encore été trouvé. Et le cas québécois nous démontre que la nation majoritaire joue un rôle dans la construction de l'homonationalisme lorsqu'on est une nation minoritaire dans un État plurinational. Oui, et selon vous, en s'appuyant sur ces résultats que vous avez trouvés, comment d'autres chercheurs peuvent s'inspirer de votre travail pour essayer de comprendre un peu mieux ces discours de nationalisme québécois, nationalisme sexuel ou homonationalisme dans le contexte du Québec ou du Canada? Mais je pense que il reste énormément de travail à faire, de recherche à faire plutôt sur la question de l'homonationalisme. C'est un phénomène qui est relativement récent, là, tu sais, les premiers jets, là, en fait, le premier livre a été sorti en 2007, donc c'est un phénomène nouveau. Alors, j'aurais envie de dire que il reste certainement à voir comment la nation majoritaire, bon, par exemple, ici, ce serait le Canada, comment le gouvernement fédéral et la nation canadienne se positionne à l'égard du Québec sur les questions de diversité sexuelle, comment ça a évolué dans le temps, est-ce qu'il y a des changements importants avec l'arrivée de Justin Trudeau, comment ça s'est manifesté avec le gouvernement de Stephen Harper, donc je pense que ça serait une des choses à... mais sinon, sur la scène internationale également, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où on pourrait trouver des choses similaires? Je pense que il reste beaucoup de choses à faire, voire tout reste à faire, ou presque, sur la question de l'homonationalisme, surtout si on a envie de faire des études empiriques. Et bien sûr, vous nous dites qu'il reste beaucoup à faire sur ces questions-là, mais je me demande est-ce qu'il y a des implications politiques qui ressortent de vos résultats, et si il y en a, quelles seraient ces implications politiques ou concrètes qui sortiraient de vos résultats? Je pense que les implications politiques sont en tout cas certainement intéressantes pour le mouvement social, le mouvement LGBTQ+, québécois notamment, parce que ça donne des outils pour comprendre à quelle fin et dans quel contexte, quelles sont les conjonctures où on intègre les gains obtenus par le mouvement social au discours national. L'une des présentations qu'on a fait de notre étude était justement auprès du mouvement. On a été invité à présenter notre étude et on l'a vu tout de suite que ça avait des implications intéressantes, importantes pour le mouvement. Une découverte qui va certainement être utile pour comprendre comment ce mouvement-là et les gens qui le représentent s'insèrent dans l'idéal national. Donc, je pense que ça, c'est peut-être l'implication là, la plus grande, la plus importante de notre découverte. Il y aurait peut-être aussi des implications politiques, mais en ce sens où peut-être là que les élus pourraient dire on va utiliser telle ou telle chose de manière stratégique, mais je pense que c'est surtout pour le mouvement social que ça a une importance et des implications. Merci. Nous arrivons à la fin de ce balado. Valérie Lapointe, merci d'être venue pour nous parler du nationalisme sexuel et l'homonationalisme. Avez-vous un dernier mot? Tout simplement vous remercier de m'avoir invité, puis évidemment je salue aussi le travail du professeur Turgeon là qui a travaillé avec moi sur cet article-là. On l'a fait à deux et le mérite lui revient à lui aussi là entièrement. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Perspective, un podcast de la Revue canadienne de sciences politiques. C'était Valérie Lapointe pour discuter l'article « Diversité sexuelle et construction nationale ». Si vous souhaitez soutenir la Revue canadienne de sciences politiques et son podcast, nous sommes ouverts à toute distribution de nos épisodes et à toute lecture complémentaire des articles discutés. Nous espérons que ce podcast sera une ressource précieuse pour l'enseignement de sciences politiques et vous incitera à lire l'article au complet. Les épisodes de Perspective du RCSP sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Pour rester au courant des épisodes du podcast, suivez-nous sur Twitter.